Coupe du Monde 2023 nous paraissait intéressante d'être présentée. Alors, ça va s'articuler autour du plan suivant. D'abord, on va aborder la définition. Dans un deuxième temps, la gestion de la commotion cérébrale. Puis, on verra si vous avez été attentif et si vous avez bien écouté, nous vous mettrons dans la peau des médecins de match avec quelques cas cliniques vidéo avant d'aborder la conclusion. Merci. Deux mots de remerciement. L'IRBMS, Romain, et merci Julien, parce que c'est un plaisir de partager cette belle expérience de Coupe du Monde à Lille, même si on est tous déçus en fait de la conclusion et de la tristesse pour le résultat final. Alors, de quoi parle-t-on en termes de médecin de match? En fait, il faut imaginer que la fonction de médecin de match a été créée en 1991 par l'IRB, qui est l'International Rugby Board. Le médecin de match, c'est un médecin indépendant qui est un véritable officiel médical, un officiel au même titre que l'arbitre, et qui doit être présent de façon obligatoire sur tous les matchs nationaux et internationaux. Chez nous, pour le top 14, on a toujours un médecin de match qui sera assisté par un aide vidéo. Et par contre, pour les matchs internationaux, le dispositif est beaucoup plus riche puisqu'il sera assisté d'un médecin vidéo et de 2 techniciens vidéo. Le prérequis pour être médecin de match, bien entendu, c'est d'être diplômé en médecine. Le surplus et le demandé, c'est d'être au moins médecin du sport. Et le surplus, c'est d'être médecin d'équipe en rugby, ce qui favorise beaucoup, effectivement, la compréhension et la prise en charge. D'un point de vue théorique, le médecin de match va devoir valider en fait un certain nombre de formations, notamment avec les modules en ligne de World Rugby, dont parlait Emmanuel ce matin. Le médecin de match, alors sa position d'un point de vue purement local, il sera sur les tribunes, dans les tribunes, à proximité du terrain et à proximité de la sortie vestiaire, à proximité du terrain pour être en relation directe et rapide avec le médecin d'équipe, mais également avec le 4e arbitre, pour lequel il y aura à prendre des décisions de temps en temps, et à proximité également de la sortie vestiaire pour être rapidement dans la salle HIA lorsqu'il y aura effectivement une gestion de suspicion de commotion et de commotion. Et Julien reviendra dessus avec son topo. Le médecin vidéo, lui, il est plutôt dans une position isolée au sein du vestiaire, dans une salle dédiée à son rôle. Donc le médecin de match est en tribune. À sa disposition, il a un équipement informatique sous forme d'une tablette, sur lequel effectivement il va pouvoir jouer sur différentes prises de vue. Pour le coup, pendant la Coupe du Monde, on avait l'accès sur plus de 20 prises de vue différentes. Et on pouvait également moduler sur le ralenti, la remise, le retour en arrière et les agrandissements. Sur ces missions, alors il faut bien la principale mission en fait du médecin de match, c'est de pouvoir coordonner les services médicaux lors du match. Il faut savoir que le médecin de match est toujours présent 2 heures avant le début de la compétition. Il doit s'assurer en fait de la conformité du cahier des charges médicales qui sont établis par World Rugby. Et il va devoir réaffirmer le rôle de chacun pendant ces 2 heures. Comment il le fait? Par un briefing, enfin différents briefings. Briefing avec les médecins de terrain, pour lesquels effectivement il va devoir statuer sur qui fera quoi en cas de commotion essentiellement. Briefing avec les arbitres et briefing avec les équipes d'urgentistes également sur place. Il faut savoir que pendant la Coupe du Monde, le dispositif médical était très fourni, puisqu'on avait en permanence sur site des spécialistes, à l'avoir des chirurgiens orthopédiques, un neurochirurgien, un maxillofacial, un ORL et un radiologue. Alors, le médecin de match n'a pas de rôle de soignant direct, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire de soins auprès du joueur. Par contre, il a une fonction importante dans la protection du joueur par différentes fonctions et rôles, notamment la gestion des saignements, la mise en place et la décision de ce qu'on appelle les water breaks, qui sont en fait des pauses d'hydratation décidées en amont du match avec l'arbitre, et qui sont en fonction effectivement du taux d'humidité et de la température. Et l'un de ses rôles principaux, c'est bien entendu la gestion de la commotion, savoir la reconnaître, la prendre en charge et en discuter rapidement avec le médecin de terrain. Et je laisse la parole à Julien.
Alors, pour la gestion de la commotion cérébrale, on va revenir sur certains points qui avaient déjà été évoqués par David ce matin. Déjà sur le diagnostic. Il faut savoir que le diagnostic de la commotion cérébrale, il peut être établi par plusieurs médecins. Soit le médecin d'équipe, qui va venir vous voir en disant qu'il a des critères cliniques ou vidéo, suspects, etc., qui vous l'amènent. Il peut être établi bien sûr par le médecin de match ou par le médecin vidéo. Il existe pour ça des critères diagnostiques. C'est assez bien fait, de manière à ce qu'on puisse être efficace même lorsqu'il y a toute la pression du match ou de l'événement. Ce sont des critères qui sont cliniques et vidéo, qui seront intéressants de croiser entre eux pour être le plus sensible possible. Ils sont classés en fait selon la sévérité. Il y a des critères 1, critères 2, voire même des critères encore en dessous qui nous amènent plutôt à réfléchir plus qu'à prendre une décision, et qui vont ensuite, ces critères cliniques et vidéo vont définir la prise en charge immédiate. Soit on amènera une sortie définitive du joueur, soit un HIA, comme on l'a vu ce matin, qui est le protocole avec une évaluation de 12 minutes pendant le match, soit ce qu'on appelle l'on-field assessment, qui est en fait une intervention du médecin d'équipe pendant le jeu auprès du joueur concerné. Alors, quels sont ces critères cliniques et vidéo? Là, ici, il y a un tableau assez illisible, mais en fait, on va centrer un peu les choses. D'abord, vous voyez, ce qui est entouré sont les critères cliniques. Ces critères cliniques, on a vu critère 1, qui est un critère majeur, critère 2, qui est un critère mineur. Parmi tous ces critères majeurs, les critères 1, comme vous le voyez, sont des signes qui trompent assez peu entre la convulsion, la crise tonique posturale, la suspicion ou la perte de connaissance confirmée, etc., les troubles de l'équilibre. Ça trompe assez peu. Les critères 1, globalement, il y a assez peu de loupés là-dessus. Les critères 2, par contre, ils peuvent être amenés à plus de discussions, parfois d'opposition, mais ils ont le mérite d'exister pour ensuite amener ce fameux protocole. Comme vous voyez, il y a l'impact à la tête dont le diagnostic de commotion n'est pas évident, ou un critère 1, en fait, qui a un doute sur un éventuel critère 1, etc., etc. Vous avez ces critères vidéo, qui sont intéressants d'être présentés, puisqu'en fait, ils vont être recherchés par séquence. Quand le médecin vidéo, alors là, justement, on passe à la présentation des critères cliniques, mais quand on arrive sur les critères vidéo, d'abord, on évalue l'impact à la tête. Il y avait une question ce matin sur est-ce qu'une commotion ne peut être générée que par un trauma crânien direct? Et bien, en fait, la réponse, elle est aussi ici, c'est-à-dire que non, puisque des mécanismes de décélération brutale pourront générer une commotion cérébrale, même sans un trauma crânien évident à la vidéo. Donc il faudra être bien vigilant là-dessus. Il faut les rechercher sur ce temps zéro. Ensuite arrivent les critères vidéo à proprement parler, sur la réponse immédiate, c'est-à-dire de 0 à 2 secondes. Alors comme Yannick l'évoquait, il y a la possibilité de ralentir à plusieurs vitesses toutes les séquences vidéo que l'on a, de changer les angles, etc., de les partager entre nous, voire de consulter les médecins d'équipe sur la vidéo en elle-même. Comme vous le voyez, par exemple, le fait de tomber sans se protéger, d'avoir une hypotonie cervicale, etc., etc. Ensuite, la deuxième étape, qui est la réponse au sol, qui va de 2 à 7 secondes. Et à nouveau, toute la liste des critères que je ne vais pas vous détailler. Avant d'aborder le retour sur les pieds, comment le joueur se met-il debout, avant ensuite de rechercher même comment le joueur réintègre le jeu. Le retour au jeu est tout aussi important, puisqu'il existe des commotions cérébrales à expression un peu plus retardée, avec des signes plus tardifs. Il ne faudra pas se tromper sur le fait que, imaginons une situation où il n'y a pas un trauma crânien vrai, où on va se dire, bon, globalement ça va pas taper, les signes immédiats ne sont pas présents, et en fait, on peut découvrir sur les signes tardifs, dans le retour au jeu, que le joueur est bien commotionné. Alors, ces critères diagnostiques, une fois qu'on les a, ok, nous sommes contents, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Le critère 1, comme je vous l'ai dit, c'est une sortie définitive du joueur, qu'il soit content ou pas, que le staff soit content ou pas, que le public ait sifflé ou non, c'est une sortie définitive. Ensuite, il y aura un HIA 2, donc 2 parce que c'est HIA 1, 2, 3, avec le 2 qui sera fait dans les 3 heures après le match, et un HIA 3 qui sera fait 48 heures après le match. Pour un critère 2, c'est une sortie qui est temporaire, avec une réintégration du joueur au jeu en fonction des résultats de son HIA 1. Comme on l'a dit ce matin, si le HIA est mauvais, bien sûr il y a une évaluation clinique et un jugement qui est subjectif et qui va intervenir aussi bien sûr dans les performances diagnostiques de ce test, et en fonction du résultat, le joueur réintègre ou non. Ensuite, dans tous les cas, peu importe qu'il ait réintégré ou pas le jeu, le HIA 2 et le HIA 3 sont réalisés. En cas de doute, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le médecin d'équipe peut intervenir sur le terrain pendant le jeu.
Ça nous amène en fait cette synthèse-là, avec l'existence donc, du critère 1 retenu, le diagnostic est donc immédiat, c'est une sortie définitive. Il y a un laser là? Ouais. La sortie est définitive, le HIA2 donc fait 3 heures après le match, il y a un repos de 24 heures, le HIA3 est fait, et ensuite on arrive sur est-ce que la commotion est confirmée ou est-ce qu'il ne s'agit pas d'une commotion? C'est le HIA3 qui nous permettra, bien sûr avec le HIA1 et le HIA2, de nous dire si oui ou non il existe cette commotion. Soit le joueur est devenu asymptomatique et on abordera la reprise par palier, soit le joueur est positif, on lui maintient un repos supplémentaire. On doit avoir une négativation de l'ensemble des symptômes. Par contre, si on est dans le cadre d'un critère 2, donc il existe un doute, à ce moment-là, on fait le HIA, comme je vous l'ai évoqué, il est anormal, c'est une sortie définitive, il est normal, c'est un retour au jeu. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, HIA2, HIA3. Et ensuite, on retombe sur la même étape finale. Ça, c'est juste pour vous présenter à quoi ressemble un HIA1. Donc, c'était la présentation papier qu'on a eu un moment. Maintenant, on est passé sur l'application Scrum. Et ce document, en fait, qui nous permet de guider l'ensemble de l'examen clinique avec des tests d'équilibre, des tests de mémoire, des tests d'orientation, de mémoire différée aussi. Et voilà. Donc, tout ça, nous donne des scores, etc. Et ça nous permet de savoir si oui ou non, on sort le joueur. Maintenant que vous avez bien écouté, je vous laisse mettre ça en application avec Yannick. Oui, deux petits exemples de cas cliniques vidéo. On pourrait donner un avis rapide, en fait. Sur chaque cas, en fait, on voit justement différentes prises de vue. Donc là, effectivement, c'était le match Argentine-Chili. Et mettez un point de fixation sur le numéro 11 argentin. Alors pour les non-initiés, les Argentins sont en bleu et blanc. Donc là, c'est la vue qu'on a, la vue télé, on dira. Donc rapidement, effectivement, vous voyez, si on reste sur cette vision, on ne voit pas grand-chose. On va avoir un deuxième point de caméra. Même chose, donc sur ce point-là, c'est pas très fort, même si on voit effectivement un joueur qui est au sol. Troisième vision. Et je pense qu'on a une dernière, peut-être, une dernière vision. Voilà. Alors, est-ce que ce joueur est commotionné ou non? Oui. Alors, qu'est-ce que vous auriez choisi, effectivement, en cas si vous étiez médecin de match? Est-ce que critère 1, donc, comme a rappelé Julien, un HIA1, donc plutôt un doute, simplement un contrôle avec le médecin de terrain sur place, ou il reste sur place, il reste en jeu, pardon. Voilà. Ouais. Effectivement, donc ce joueur est sorti. Alors, sur des critères un peu précis, bon, quand on prend effectivement donc les 5 étapes vidéo, en fait, l'examen avec les 5 étapes vidéo, effectivement, on a vu que le joueur avait eu un impact crânien, qui avait une chute assez lourde sans se protéger. Probablement, il y avait une hypotonie cervicale, et puis il était quand même resté au sol quelques secondes. Voilà, donc le joueur effectivement est sorti du terrain et avec un non-retour bien entendu. Donc on a un deuxième cas à exploiter. Donc là c'est Écosse-Tonga, un match qui s'est joué à Lille. Oui, allez. Donc point de fixation sur le 6 écossais, maillot bleu. Voilà, donc effectivement, on voit un joueur effectivement, qui semble avoir pris un impact. Le jeu continue, il se relève. Autre vision.
Je pense que là, on a une autre vision. C'est un troisième angle. Voilà. La caméra va revenir sur le joueur. Et je pense qu'on a une dernière vue. Voilà. Alors, même question pour ce joueur. Quelle aurait été votre décision? Est-ce qu'on peut définir un critère 1, plutôt un protocole HIA pour doute? Est-ce que globalement on demande simplement au médecin de terrain d'aller évaluer parce qu'on est assez rassuré, ou est-ce que globalement on ne fait pas grand-chose, on laisse jouer, voilà. Donc effectivement, pour ce joueur, on a décidé effectivement un HIA 1 sur des critères. Alors, il y a eu un impact donc crânien. On voit sur l'image en fait qu'il a quand même une chute retenue. Donc il a un tonus cervical qui reste maintenu. Par contre, effectivement, si on prend un peu les étapes, 5 étapes vidéo, on s'aperçoit que quand il essaie de se mettre debout, effectivement, il y a un flottement en fait. Donc lui, effectivement, on a décidé, après accord avec le médecin de terrain, de le sortir et de l'évaluer. Et je ne sais plus le résultat de son HIA. Non. Voilà. Alors en conclusion, quelques chiffres que justement Manu nous avait transmis par rapport à l'activité lors de la Coupe du Monde. Sur 48 matchs, il y a eu 10 critères 1 qui ont été retenus, 31 HIA 1, donc 31 tests réalisés, 88 on-field assessment, donc c'est 88 demandes faites aux médecins d'équipe pour une intervention terrain avec une évaluation très brève. En fait, ils ont l'avantage quand même de connaître leurs joueurs quasi parfaitement par rapport à nous qui intervenons de façon très ponctuelle. Et 88 play-on. Alors play-on, ça veut simplement dire qu'on s'est un peu gratté la tête devant des séquences vidéo, mais qu'on n'en a rien fait. En conclusion, bon, le rugby, je pense que vous l'avez compris, est un sport à haut risque de commotion cérébrale. On en rediscutait ce matin, c'est un sport qui est quand même très développé en termes de prise en charge de la commotion cérébrale. On se demande parfois même si on ne va pas un peu loin, mais globalement, ça reste quand même un modèle à suivre, je pense, pour de nombreux sports et de nombreuses fédérations. Il y a un véritable enjeu médical. Alors sur le plan professionnel, ça pose pas trop de soucis dans le sens où tout est mis en œuvre, mais surtout au niveau amateur, on l'avait évoqué ce matin, les moyens souvent sont quand même beaucoup plus réduits, autant sur le plan financier qu'humain. Et c'est peut-être là où il y a le plus de licenciés, le plus de situations de commotion cérébrale et bien sûr les moins bien prises en charge. Pour ça, il y a une nécessité de poursuivre la formation des professionnels de santé. Je rebondis sur une question qui avait été posée ce matin, avec la formation des dirigeants, des entraîneurs, des arbitres, en plus de tous les professionnels de la santé qui sont censés déjà l'être. Et n'oublions jamais des mesures simples de prévention, à savoir que déjà le protège-dents qui a été identifié quand même comme un moyen d'éviter des commotions cérébrales par la contraction des muscles, la mastication et des muscles paracervicaux. Les techniques de plaquage, donc ça passe par l'école du rugby, c'est juste apprendre à plaquer du bon côté avec la bonne épaule et de la bonne manière, et le renforcement musculaire cervical. Et pour être médecin à la Coupe du Monde, on en demande de plus en plus, notamment de la polyvalence, puisqu'en plus d'être médecin, il faut être aussi préparateur physique, et Yannick nous montre à quel point il arrive à gérer l'échauffement des Samoans. Bravo à lui. Merci Julien, merci Yannick. On a pris